Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui nous allons parler macro. Alors avant de parler technique, un petit rappel de ce qu'est le terme macrophotographie. Alors macro ça vient du grec, ça veut dire très grand. La macrophotographie est donc une technique qui consiste à photographier des choses petites en très grand. D'ailleurs, on devrait utiliser ce terme de macro qui a un rapport de grandissement supérieur ou égal à 1 sur 1. Je m'explique. Par définition, le rapport de reproduction de grandissement est le rapport entre la taille du sujet sur le capteur et la taille réelle de l'objet à photographier. Un rapport de 1 sur 1 veut dire que l'objet a exactement la même taille en réel que sur le capteur. Un rapport de 0,5 sur 1 signifie que l'objet sur le capteur est 2 fois plus petit que l'objet réel. Et un rapport de 2 sur 1 veut dire que l'image sur le capteur est 2 fois plus grande que le sujet réel. Bref, vous avez compris. Avec la photo numérique, il est possible de faire de la photographie macro en trichant un peu, en zoomant sur l'image. Et sur certains objectifs, on voit des appellations macro qui ne sont autres que des appellations commerciales. En fait, on ne fait pas de la macro, on fait de la proxy photo avec des rapports inférieurs à 1, du genre 0,6 sur 1, 0,5 sur 1 et parfois moins. Vous l'aurez compris, on ne fait pas de la macro avec n'importe quel type d'objectif, ou alors il faut lui ajouter quelques accessoires pour l'adapter au mieux à la photo macro. On en parle après. Alors comment savoir si votre objectif avec l'appellation macro est vraiment macro? Et quel est le rapport de grandissement qu'il vous donne? C'est très simple. Mettez-vous en position macro sur l'objectif et rapprochez-vous pour être à la distance minimale du sujet, là où votre objectif peut faire la mise au point au plus près. Alors le sujet, c'est tout bête, un réglé ou du papier millimétré. La largeur de votre capteur doit correspondre au nombre de millimètres photographiés sur l'image. Si vous avez un capteur plein format, vous devriez trouver 36 mm sur la photo. À ce moment-là, vous avez un vrai objectif macro avec un rapport de 1 sur 1. Si vous trouvez 45, 52 ou 60 mm et plus, ce n'est pas un objectif prévu pour la macro, mais pour de la proxy photographie. Il en va de même pour les capteurs APS-C, dit petit format. Sur la largeur, on doit trouver 22,7 mm à quelque chose près. Maintenant, nous allons calculer le rapport de grandissement de votre objectif. C'est très simple. Il suffit de diviser 36 par les millimètres que vous trouvez. Par exemple, si vous avez 90 mm sur le côté 36 mm, il suffit de diviser 36 par 90 et on trouve 0,4. Votre objectif a donc un rapport de grandissement de 0,4. Si vous voulez savoir pour le côté 24 mm, il suffit de diviser 24 par 0,4 et on trouve 60. Les capteurs APS-C 24-36 sont des capteurs 2 tiers, donc 60 est bien le 2 tiers de 90. Alors une précision importante, le rapport de grandissement dépend de deux choses. Il dépend de la focale de l'objectif et de la distance de mise au point. Pour un plein format, et pour avoir exactement la même dimension entre le sujet réel et sa dimension sur le capteur, on va comparer un objectif de 100 mm macro et le MPE 65 mm macro utilisé à son rapport de 1 sur 1. L'objectif de 65 mm a une distance minimale de mise au point de 24 cm, tandis que le 100 mm a une distance minimale de mise au point de 31 cm. En prenant une photo avec ces deux objectifs qui n'ont pas la même focale, le sujet aura exactement la même taille sur le capteur. Il y aura donc un rapport de grandissement de 1 sur 1 sur les deux clichés. Mais les distances de mise au point seront différentes. Voyons maintenant pour le format APS-C. Eh bien c'est exactement la même chose. Reprenons notre objectif de 100 mm avec son rapport de 1 sur 1. La distance minimum de mise au point est toujours de 31 cm. En effet, l'objectif garde toujours cette même capacité de mise au point et projette toujours la même taille d'image, quel que soit le format du capteur. Logique. Mais regardez le EFS 60 mm. Sa distance minimale de mise au point est de 20 cm. Pour avoir donc le même cadrage qu'avec un 100 mm, il faudra se rapprocher du sujet. Conclusion, plus un objectif macro a une focale courte, plus il faudra se rapprocher du sujet. Tout ça est aussi valable pour les objectifs non macro. Vous avez déjà sans doute remarqué que l'on peut se rapprocher davantage d'un sujet avec un objectif de courte focale, plutôt qu'avec un 50 ou un 200 mm. Les lois de l'optique sont pour tout le monde. Alors comment faire de la macro avec un objectif non macro?
Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais vous donner des accessoires pour transformer votre objectif non macro en objectif macro. Mais la qualité des images sera moindre par rapport à un objectif macro. Pourquoi? Eh bien, la combinaison optique n'est pas prévue pour avoir un sujet très près. Il y aura donc des aberrations comme la coma, la courbure de champ, etc. Je vous invite à regarder mes vidéos sur les aberrations d'optique. Je vous mets les liens en description. Donc, le premier accessoire pas cher et ultra simple, c'est la bague d'inversion macro. Alors c'est une bague qui permet d'inverser le sens de l'objectif. La lentille arrière de l'objectif va se retrouver en position frontale et l'objectif sera maintenu par le côté vissant. Alors, prenez une bague du même diamètre que votre filtre, bien sûr. Attention à ne pas mettre d'objectif trop lourd, sinon ça risque de casser. Ces bagues ne sont pas chères du tout, d'une simplicité extrême, mais vous n'aurez plus la mise au point automatique, ni la possibilité de régler le diaphragme. Il faudra vous mettre en mode M sur le boîtier. Un inconvénient avec ce système est que la lentille arrière n'est pas entièrement hermétique et qu'il y a le risque que la poussière rentre à l'intérieur de l'objectif. Alors, il y a un autre système qui permet de garder tous les automatismes de l'objectif en inversant celui-ci, mais c'est beaucoup plus cher. Ah oui, une précision importante, l'inversion de l'objectif ne marche pas pour les objectifs macro. Lui est déjà prévu pour faire de la macro. Donc n'essayez pas avec un objectif macro d'inverser, ça ne marche pas. Le deuxième accessoire que l'on peut rajouter et qui va garantir la plus grande compatibilité avec tout type d'objectif est sans aucun doute la bonnette. On l'appelle aussi close-up. Elle se met devant l'objectif comme un filtre vissant et doit correspondre au bon diamètre, c'est-à-dire que si vous avez un objectif pour des filtres en 58 mm, vous devez prendre la bonnette macro du même diamètre. Alors c'est une loupe qui permet de vous rapprocher du sujet et donc de réduire la distance minimale de mise au point. Il y a différentes qualités de bonnettes, les lentilles simples, sans traitement de surface, et les achromatiques traitées multicouches. Ces dernières sont plus chères, mais sont de bien meilleure qualité. Ces bonnettes ont des caractéristiques optiques de grossissement ou de puissance grossissante. On appelle ça des dioptries. Plus 1, plus 2, plus 3 dioptries. Plus le nombre est grand, plus la bonnette grossit. Alors choisissez entre plus 2 et plus 4 dioptries au maximum, sinon l'image sera dégradée par un trop fort grossissement. Je vous mets en lien celle que je vous conseille. Le troisième accessoire, quant à lui, est compatible avec tous les objectifs macro et non macro. Je veux parler des bagues allonge. Elles s'intercalent entre le boîtier et l'objectif et servent uniquement à augmenter le tirage pour avoir une image plus grosse qui se projette sur le capteur. Vous pouvez acheter ces bagues par 3 avec différentes épaisseurs. Les bagues sont complètement vides, il n'y a aucune lentille à l'intérieur. L'avantage, c'est que l'on conserve les contacts, boîtier, objectif et donc tous les automatismes. Là encore, attention à ne pas acheter n'importe quoi à pas cher. Le plastique est souvent utilisé pour faire diminuer le prix, mais les conséquences peuvent être beaucoup plus coûteuses. Et j'en sais quelque chose, je vous mets la vidéo de cette mésaventure. Il y a deux inconvénients avec ce système. D'abord, la perte de luminosité. En effet, plus on éloigne le plan de projection de l'image de l'objectif, plus l'image grandit, certes, mais perd de sa lumière. Le deuxième inconvénient est la dégradation de l'image sur les bords avec les objectifs non macro. Courbure de champ, coma, aberration chromatique, etc. Pour preuve, ces deux clichés pris avec un 100 mm macro et un 50 mm f1.4 plus bague macro. La seule solution pour obtenir des photos correctes est de diaphragmer. Regardez la différence entre une ouverture à 2.8 et à 8. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas plus mal que si c'était pire. Enfin bref. Il existe aussi le soufflet macro, c'est le même système que les bagues à longe et vous pouvez régler le tirage de façon très précise. L'inconvénient, c'est que pour les insectes qui bougent et les jours de vent, c'est pas pratique du tout. En effet, c'est un peu lourd, ça prend de la place et le temps de l'installer, l'insecte est déjà parti. En plus, il faut obligatoirement un trépied, ce qui alourdit le matos dans le sac. Cet accessoire est plutôt réservé pour des sujets fixes en extérieur ou en studio. Voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions quant à débuter la macro sans trop d'investissement. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir.
Eh bien, en attendant, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!